lui dire qu'il n'est pas Dieu. Si l'homme t'a dit que tu vas échouer, faut lui dire qu'il n'est pas Dieu. Laissez-les parler, ils n'ont qu'à parler, mais ils sont pas Dieu. Faut leur dire qu'ils sont pas Dieu. Faut leur dire qu'ils sont pas Dieu. Faut leur dire qu'ils sont pas Dieu. Ils n'ont qu'à parler, mais ils sont pas Dieu. La lame de la joie est tranchante. Bonsoir, Youssouf Ngondo Soro, merci d'être là. Beaucoup de partager. Nous avons ce soir un autre rendez-vous avec notre frère, une fois de plus, pour parler de paix. Salut Youssouf, j'espère que tu vas bien et que la paix règne de ton côté. De toute façon, c'est notre souhait. Partagez pour que ce soir notre message de paix puisse être perçu par tous les Ivoiriens. Parce que nous n'avons qu'un seul pays et notre devoir à tous, c'est de préserver ce pays et faire en sorte que la paix puisse y régner. Parce que nous avons besoin de la paix pour développer notre pays. Nous avons besoin de la paix pour nous faire entendre. Nous avons besoin de la paix pour travailler, afin que chaque Ivoirien, où qu'il se trouve, soit dans un premier temps fier de son pays, et en deuxième lieu, pouvoir, n'est-ce pas, vaquer librement et tranquillement à ses activités. Donc, d'un moment à l'autre, nous allons commencer notre message de paix ce soir avec le frère qui a bien voulu nous rejoindre. Merci à tous ceux qui sont là. Merci de partager. Bonsoir à Bigoncha. Merci à tous ceux qui sont là, je vous prie de bien vouloir partager. Partagez au maximum. Merci à ceux qui sont là. Merci. Bonsoir à tous ceux qui sont présents. Bonsoir au peuple de Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous les Africains. Merci à ceux qui nous suivent. Merci à ceux qui partagent. Merci de transmettre le message de paix autour de vous. Parce que nous avons nécessairement besoin de cette paix-là pour développer notre continent en général et nos différents pays en particulier. Ce soir, nous sommes encore là avec vous pour parler de paix. Notre frère a décidé, une fois de plus, de venir à nous afin que nous puissions échanger sur la paix que nous recherchons de tous nos voeux. Parce que ça va être l'impératif pour nous afin que les élections à venir dans notre pays puissent se dérouler dans un climat apaisé, pour que la Côte d'Ivoire puisse repartir, afin que ses enfants profitent des énormes richesses dont dispose notre pays. Et puis, une bonne fois pour toutes, afin que les Ivoiriens se sentent bien en Côte d'Ivoire. Ceci dit, bonsoir mon frère, merci d'être là. Merci. Merci pour la deuxième fois, bien sûr, parce que la dernière fois, nous avons pu échanger sur un certain nombre de sujets. Ce soir, tu es encore là pour qu'on puisse continuer, n'est-ce pas, de parler de paix, même si c'est à travers les réseaux sociaux. Nous puissions parler de paix afin que tous puissions ensemble prendre conscience que chacun puisse apporter sa contribution pour le retour de la paix dans notre pays. Merci d'être là et puis je t'écoute. Mais le merci à vous.
D'entrée, je voulais d'abord remercier tous ceux qui nous suivent. Nous parlons de la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, en dehors de sa devise, a encore eu, je dirais, une autre devise qui fait d'elle un pays qui est, je dirais, prône la paix, puisqu'elle a une fondation, la recherche de la paix. Quand on recherche la paix, on recherche la tranquillité. Alors, nous sommes un peu surpris parce que c'est devenu une prime, c'est devenu maintenant inquiétant pour nous parce que on était très habitués à la paix, mais malheureusement, ces derniers temps, nous constatons qu'il y a trop de tueries, des gens qui sont brûlés par des pneus en Côte d'Ivoire, chose que nous n'avons pas vue depuis la République de Côte d'Ivoire. D'entrée, je voulais juste poser la première question. C'est que il y a beaucoup d'activistes qui viennent sur la toile. Oui. Beaucoup. On a vu des gens qui se sont fait, qui ont commencé comme ça, qui ont commencé à parler de la Côte d'Ivoire, que ça a intéressé des Ivoiriens. Et puis, d'un coup, ils ont disparu parce qu'on ne sait pas quelle était leur idéologie. Alors, vous venez de commencer. Pourquoi on ne vous voit pas régulièrement comme les autres cyberactivistes? Merci pour votre question. En fait, pour être franc avec vous, moi je suis le représentant de toute une organisation. Je ne me considère pas comme un cyberactiviste parce que je viens, quand l'opportunité m'est offerte, partager des petits moments de paix avec mes concitoyens, avec le peuple de Côte d'Ivoire. Cela ne fait pas de moi un cyberactiviste parce que je ne vois pas les choses de cette façon. Ceux qui sont cyberactivistes ont besoin, n'est-ce pas, tout le temps d'être présents et de parler de certaines choses, même si cela ne va pas dans le but que nous recherchons, qui est de parler de notre pays et des différents problèmes qui y sont, auxquels les Ivoiriens font face au quotidien. Donc, moi, mon rôle sur les réseaux sociaux, de temps en temps, je viens partager des petits moments comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Je ne me considère pas comme un cyberactiviste. Je fais partie d'une organisation qui est mise en place, qui consiste à parler de la paix. C'est vrai que ma présence sur les réseaux sociaux se fait de façon périodique, mais toujours est-il qu'un grand travail est fait en amont, c'est-à-dire que cette organisation qui parle de paix a un programme bien établi. Notre souci, c'est d'aller à la rencontre des Ivoiriens, que ce soit ceux en Côte d'Ivoire ou ceux à l'étranger, en France et en Europe. Nous allons, n'est-ce pas, à leur rencontre pour échanger avec eux, voir un peu comment est-ce que chacun de nous peut apporter sa contribution pour le retour de la paix dans notre pays. Donc l'objectif principal de notre organisation, c'est d'aller à la rencontre du peuple de Côte d'Ivoire pour parler de paix, pour faire en sorte que, quelles que soient nos divergences politiques, quelles que soient nos divergences ethniques, religieuses ou tout ce que vous pouvez imaginer, nous avons un seul intérêt qui est de préserver, n'est-ce pas, la paix dans notre pays, parce que c'est à ce prix-là que nous pourrons exiger, comme j'ai l'habitude de le dire, que nous pourrons utiliser les démarches qui nous sont autorisées à travers la Constitution. Nous pourrons, n'est-ce pas, demander à nos représentants politiques, à nos leaders, à nos dirigeants, l'installation des vraies structures, et comme j'ai l'habitude de le dire, qu'on puisse avoir des institutions crédibles qui vont, n'est-ce pas, réglementer la vie du peuple de Côte d'Ivoire. Donc c'est un peu ça le rôle que j'essaye de jouer sur les réseaux sociaux. Sinon, je n'ai pas ce statut de cyberactiviste. Une ONG, un parti politique? Pour l'instant, je crois que nous travaillons dans le silence. Nous essayons de mettre les choses en place. Nous n'allons pas brûler les étapes, mais toujours est-il que nous sommes dans une démarche officielle. Dans une société bien organisée. Voilà, nous sommes dans une démarche officielle, nous ne nous cachons pas.
Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, avec le temps, on verra bien ce que cela va donner. Mais le plus important pour nous, ce n'est pas la mise en avant de nos différentes personnalités. Nous avons un objectif bien précis en tête, cette idéologie que nous a laissé le père fondateur de la nation ivoirienne, qui est Nana Félix Houphouët-Boigny. Cette idéologie qui consiste à faire en sorte que, quoi qu'il arrive, que nous puissions être en paix, parce que c'est à travers la paix que nous pourrons réaliser les différents rêves qui habitent chacun de nous. Donc l'objectif, ce n'est pas de mettre en avant notre personnalité, mais de faire en sorte que le message que nous véhiculons puisse être perçu et que ça puisse habiter chacun de nous. C'est le principal de notre démarche, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à travers les rencontres que nous faisons avec les Ivoiriens, que ce soit en Europe ou sur place en Côte d'Ivoire. Ben, je vais bondir pour poser la même question. Peut-être que ça a été traité autrement. Le président Feu Félix Houphouët-Boigny disait le dialogue. Il parlait du dialogue plutôt. Il parlait du dialogue. En disant que le dialogue était l'arme des hommes forts. Les hommes forts. Oui. D'accord. Et après sa mort, il y a le président Laurent Gbagbo aussi qui est venu pour dire asseyons-nous et discutons. Toujours dialogue. Oui. Alors, je voudrais savoir, quand vous parlez de paix, qui réunit ces deux mots, est-ce que vous n'avez pas tendance à approcher un parti politique où vous n'avez pas des intentions, sinon je dirais, quel est le leader politique Oui, de qui vous vous sentez un peu proche? Si j'ai bien compris votre question, vous avez parlé de dialogue qui a été, n'est-ce pas, qui est quelque chose de très proche, parce que quand on parle de paix, pour instaurer une paix, il faut forcément passer par le dialogue. Et c'est ce que je disais en entrée par rapport à cet entretien que j'ai avec vous. Je parlais du fait que je n'étais pas beaucoup présent sur les réseaux sociaux, parce que je me dis que sur les réseaux sociaux, moi je viens et je parle. Alors que pour que nous arrivions à la paix, il faut que nous puissions, n'est-ce pas, entreprendre ou sinon instaurer un climat déjà qui va permettre le dialogue. C'est pour ça que l'organisation que nous avons mise en place va à la rencontre des Ivoiriens, comme je vous l'ai signifié tout à l'heure. Donc notre objectif, c'est d'aller au contact, comme je le dis toujours, du peuple, d'aller au contact de nos compatriotes, d'aller au contact de nos concitoyens, afin que nous puissions échanger. Parce que chacun est rattaché, n'est-ce pas, à une certaine sensibilité ou à une certaine idéologie qui est propre à sa personne. Et nous avons compris que cela ne devrait pas être un frein à une certaine cohésion sociale dans notre pays. Parce que chacun peut voir les choses différemment, mais pour que l'idéologie de chacun de nous puisse prendre forme et prendre place et puisse être véhiculée, il faut nécessairement un climat de paix pour que chacun puisse s'exprimer. Et c'est ce climat de paix-là que nous recherchons, afin que chacun puisse exprimer son idéologie, chacun puisse, n'est-ce pas, appartenir à un parti politique, chacun puisse, n'est-ce pas, réclamer ce qu'il souhaite, ou chacun puisse donner un sens à son rêve. Ça, c'est l'objectif premier que nous avons. Donc, tout naturellement, vous parlez de dialogue, justement, et c'est ce qui a fait certainement défaut ces derniers temps en Côte d'Ivoire, parce que les différents leaders politiques se sont tournés le dos, et le dialogue étant rompu, donc nous sommes dans un climat qui est de ni paix, ni sécurité, et c'est ce que nous déplorons, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé, nous, dans cette organisation-là, de prendre les choses en main, parce que l'homme politique ou nos dirigeants sont déjà, à mon sens, occupés à d'autres tâches.
qui est celui de travailler pour le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. Si nous attendons tout de l'État, je crois que ce serait peine perdue. Alors, donc, le rôle de l'État qui consiste à mettre son peuple en sécurité, qui consiste à trouver à créer les conditions pour des emplois, à créer des conditions pour que le peuple puisse se soigner, est déjà beaucoup occupé. Et nous avons jugé utile, nous, de venir jouer notre partition qui consiste, n'est-ce pas, à véhiculer des messages de paix, à entretenir nos frères et sœurs, afin que tous ensemble, nous puissions, n'est-ce pas, avoir une attitude de paix, que ce soit dans nos propos ou dans toutes les activités que nous menons au quotidien. Si je résume, ça veut dire que vous êtes en train de créer une ONG qui appartient, je dirais même, à la société civile. Et donc, vous voulez défendre les droits du citoyen en prônant la paix. Je ne parlerai pas d'ONG, comme je vous ai dit tout à l'heure. Nous sommes dans une démarche qui est officielle. Après, je me réserve nous allons, dans un futur très proche, revenir sur le statut réel de cette organisation. Mais toujours est-il que nous sommes dans une démarche officielle, légale, vis-à-vis de l'administration. Donc, nous n'avons pas l'intention de nous cacher parce que nous parlons de paix. Et je crois que pour parler de paix, nous avons nécessairement besoin d'être organisés, de ne pas nous permettre comme nous voyons de coutume, certains de nos frères qui viennent sur les réseaux sociaux, qui sans conviction, sans modération aucune dans leur langage. Je crois que tout ça est à bannir. Et nous avons à ce sujet-là une série de propositions qui ont été déposées sur la table de l'organisation. Nous allons faire en sorte que nous pouvons rencontrer toutes ces personnes qui ont pris le courage, certains sur les réseaux sociaux, de venir parler de notre pays, que ce soit en bien ou en mal. Mais l'objectif, c'est que chacun a le droit de s'exprimer. Mais je pense que notre liberté d'expression doit tenir compte du respect que nous devrons avoir, comme nous l'impose la Constitution, du respect que nous pouvons avoir que ce soit nos adversaires politiques ou ceux que nous n'apprécions pas dans notre vie. Mais toujours est-il que nous devons nous garder en tête que pour mieux passer un message, pour mieux se faire comprendre, nous avons besoin de nous respecter mutuellement. Maintenant, vous avez demandé si on était proche d'un parti politique. Non, pas forcément. Nous sommes proches du peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous n'hésiterons pas, par exemple, à apporter notre soutien à un parti politique qui aura proposé un programme de société qui prend en compte nécessairement et obligatoirement les réalités quotidiennes auxquelles font face le peuple de Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'objectif premier, parce que parler de paix, c'est une chose. Mais comme le disait le père de la nation, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc, en même temps que nous parlons de paix, nous exigeons que une réelle politique soit mise en place dans notre pays. On ne dira pas que dans un pays, on peut faire 100% d'emploi, ce n'est pas possible. Mais que le taux de chômage qui aujourd'hui, plus on avance dans le temps, plus prend des proportions énormes. Notre souhait, c'est que le gouvernement puisse changer de politique, par exemple, parce que celle que nous avons constatée ces 10 dernières années n'a pas donné les résultats escomptés. Donc notre souhait aujourd'hui, quand bien même nous parlons de paix, c'est de faire en sorte que le gouvernement puisse changer, adapter sa politique aux réalités de la jeunesse dans notre pays. Oui, mais en même temps que vous faites ces autocritiques qui sont nobles, est-ce que vous, en tant que, je dirais, une organisation de la société civile... Ça, c'est vous qui le dites. Oui, ça c'est moi qui le dis, de la société civile qui veut défendre les droits du citoyen, est-ce que vous ne serez pas amené à être, je dirais, acheté, entre guillemets, par des partis politiques, parce que l'objectif, c'est d'arriver à quelque chose de bien. Là, vous parlez, que ce soit tous les partis politiques, ils veulent tous avoir, sur le terrain, chacun dit, oui, moi je viens avec une bonne politique, je viens pour apporter. Les objectifs, c'est les mêmes choses. Que ce soit un parti politique qui veut le bien-être de chaque citoyen.
Mais quelle est la particularité de votre projet? Ouais, justement, parce qu'aujourd'hui, nous sommes conscients de pas mal de choses. C'est une organisation qui a été réfléchie et travaillée sur une longue période. Nous sommes peut-être à la phase terminale, à la phase d'explosion de cette organisation. Nous avons pris le temps de connaître beaucoup de choses, certaines réalités qui caractérisent notre pays. Donc aujourd'hui, nous sommes capables de voir, d'analyser un projet et de comprendre la faisabilité et les possibilités qui entourent ce projet-là. Donc nous n'allons pas nous jeter sur un projet quand bien même nous sommes conscients que ce projet-là, il est irréalisable. Parce que la preuve, c'est que les promesses de campagne, elles ont toujours existé. Mais dans une promesse de campagne, il y a ce qui est faisable au vu et au su du potentiel du pays et des caractéristiques et des données qui sont présentes et qui vont, n'est-ce pas, favoriser ou défavoriser l'application ou la mise en place de cette promesse. Donc, nous sommes toute une équipe aguerrie dans certains domaines. Donc, nous sommes aujourd'hui en mesure de prendre un projet, de le comprendre et de nous assurer que ce projet-là, il est possible qu'il soit réalisé dans notre pays, ou ce projet-là, c'est juste pour surfer sur l'ignorance du peuple de Côte d'Ivoire. Et à partir de cet instant-là, nous dirons non. C'est pour ça que je vous ai parlé, j'ai l'habitude de parler dans mes vidéos de conviction et d'idéologie. Parce que le mal aujourd'hui de certains pays, de nos pays africains, en général, et de la Côte d'Ivoire en particulier, c'est que les leaders politiques usent beaucoup ou surfent beaucoup sur l'ignorance du peuple. Le taux d'analphabète qui est très élevé, ce qui fait que les gens n'ont pas cette capacité ou cette possibilité de pousser loin certaines réflexions quand ils sont en face de nos leaders politiques. La politique se fait dans les pays africains, c'est beaucoup rattaché à l'ethnie, à la religion ou à la région. Et notre démarche aussi, ça va être la deuxième étape de notre combat, qui serait d'expliquer à nos concitoyens que la politique n'a rien à voir avec la religion. C'est pas parce que je suis de la même ethnie ou de la même religion ou de la même région qu'un individu que ce dernier serait capable, n'est-ce pas, de poser des actes au vu de changer mon quotidien. Non. Et le deuxième point sur lequel nous allons accentuer notre combat, ce serait l'éducation. Parce que c'est aussi ça, l'une des plaies dans les pays africains. Quand on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, depuis les années 90 jusqu'en 2019, l'éducation a eu du mal. Donc nous avons encore une génération qui va venir s'ajouter à celle qui existait, qui est allée au bout de ses études et qui n'a pas d'emploi. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une autre génération qui, pratiquement, n'a pas suivi un cursus normal d'éducation. D'où le manque de civisme que nous pouvons constater à travers les attitudes, à travers les propos, à travers tout ce qui s'est fait sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est aussi un autre problème auquel la Côte d'Ivoire doit faire face. Et donc, tous ces problèmes réunis, nous attendons de voir les différents projets de société qui vont être proposés. Et puis, à travers l'analyse que nous pourrons faire à travers tous ces projets-là, à partir de ce moment, nous pourrons nous prononcer. Mais la condition première sur laquelle nous allons, n'est-ce pas, nous pencher, ce serait de faire en sorte que la réconciliation et la paix soient une réelle politique dans notre pays. D'accord. Donc, si je me résume, vous voulez passer du verbial, c'est-à-dire que du verbe, plutôt à la concrétisation. Oui, toute politique qui se veut sérieuse, c'est, n'est-ce pas, un projet. Un projet, quand il est établi, il faut forcément passer à la phase d'application. Et donc, nous n'allons pas le limiter, comme au risque de me répéter, nous n'allons pas nous limiter qu'à des discours. Nous allons aller, n'est-ce pas, sur le terrain. Ça a déjà commencé. Nous rencontrons déjà des Ivoiriens ici en Europe, que ce soit en Côte d'Ivoire. Nous avons une équipe qui est en train de se mettre sur place et qui va aller nécessairement
au contact des Ivoiriens, du peuple de Côte d'Ivoire, ce peuple-là qui a été pris de paix, qui a eu pendant longtemps comme seconde religion la paix, et qui malheureusement, avec l'attitude des uns et des autres, une paix que nous n'aurons jamais dû perdre, mais qui s'est effritée à certaines réalités. Donc notre devoir, le devoir auquel nous sommes assignés aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les choses reprennent leur place, que la paix redevienne, n'est-ce pas, la seconde religion du peuple de Côte d'Ivoire. Donc nous n'allons pas nous limiter aux différents discours que nous pouvons faire sur les réseaux sociaux, mais nous allons aussi au contact de la population. Pendant que vous parlez d'éducation, je pense que, comme vous l'avez dit, de 1990 à 2019, ça fait pratiquement 29 ans. Si on parle de 29 ans dans la vie d'un être, ça veut dire qu'il est vraiment mature. Déjà majeur. Dans une société qui a vécu 29 ans sans éducation, parce que chaque fois à couteau tiré, l'éducation a pris des coups, les élèves ne sont pas allés, ils n'ont pas eu d'éducation, le peuple était affamé, on n'a pas pu avancer avec tous ces éléments-là. Aujourd'hui, vous avez décidé de mettre une structure en place. Mais je reviens pour dire que ce soit une ONG, que ce soit un parti politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout cela fonctionne, je dirais, ils ne tiennent pas compte de l'idéologie d'une structure qui est mise en place, mais plutôt s'attache donc soit à des partis politiques, je dirais, tous les partis politiques en Côte d'Ivoire se distinguent par des groupes ethniques et non par des idéologies. Ouais, ce qui peut même amener par des sobriquets comme ça, le PDCI qui est par exemple la sauce Gombo, le RDA, le RHDP, sauce arachide, FPI, sauce graine et tout ça. Alors quand vous allez venir avec votre groupe, on va dire, est-ce que c'est la sauce graine ou bien c'est Djunglé ou bien je ne sais que dire, parce que tout cela, si on voit par connotation le nom par exemple d'un leader qui dit il est par exemple du Sud, un nom, est-ce que tout cela ne va pas jouer sur l'organisation que vous allez mettre? Parce que souvent on commence et dans la structure, on peut trouver plusieurs ethnies, mais en même temps le leader est pris comme étant... Vous savez, le problème, l'un des problèmes, ce qui peut être considéré comme crucial dans les États africains, c'est que il y a ce qu'on appelle la constitution, n'est-ce pas, qui régit un État. Il y a le pouvoir législatif qui consiste à voter les lois et tout ce qui s'ensuit. Le problème, c'est que nous n'avons pas, quand bien même nous sommes conscients du taux élevé d'analphabètes dans nos différents pays, c'est que les différents pays africains ne se donnent pas les moyens, ou sinon ne se donnent pas, n'est-ce pas, ne mettent pas en place cette politique mais les autres pays arrivent, prenons la Côte d'Ivoire par exemple. Oui, la Côte d'Ivoire. Parce que nous parlons de la Côte d'Ivoire, par exemple, le Sénégal, ils sont passés, donc dites-moi, en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas me dire qu'au Sénégal, les gens parlent le Wolof, c'est pour cela qu'on choisit des candidats, ou bien parce qu'ils sont tous par exemple musulmans, mais en Côte d'Ivoire, nous avons 65 dialectes. Oui, alors, avec ce que vous allez venir, que ça soit louable, que ça soit chose, est-ce que vous voulez qu'on vous appelle, c'est-à-dire que votre nom, votre prénom qui est français, si vous me laissez, je vais vous laisser. Si vous me laissez terminer, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. En fait, ce que j'explique, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu du fait du nombre élevé du taux d'analphabètes dans nos différents pays, fait que la compréhension des différentes situations se fait difficilement et souvent même elle n'existe pas. Et les différents gouvernements ne mettent pas des politiques en place pour expliquer les choses à la population, ne font pas en sorte que le peuple puisse comprendre le bien fondé par exemple d'une loi. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, j'ai vu une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux où un citoyen a été contrôlé. Il y a eu un contrôle de routine qui a été arrêté par la police. Quand bien même ce dernier avait à sa possession une pièce d'identité,
on lui demandait la somme de 10 000 francs. Vous comprenez? Et ce citoyen-là, qui est dans ses droits, c'est-à-dire qui consiste à voir, quand on sort de chez soi, il faut avoir ce qu'on appelle une pièce d'identité, quelque chose qui permet de vous identifier en cas de problème. Donc ce citoyen-là avait en sa possession une pièce d'identité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Malgré cette pièce d'identité, l'agent de police lui demandait la somme de 10 000 francs. Vous voyez? Et ce citoyen-là, est-ce qu'il sait qu'il est dans ses droits déjà? Est-ce qu'il sait que cet agent de police qui lui demande 10 000 francs est en train de outrepasser ce que lui confère sa tenue? Donc il y a un problème de compréhension, il y a un problème d'éducation générale des différents peuples dans nos pays africains. Alors, quand vous prenez par exemple ceux qui font les transports en commun, et que le chauffeur de taxi par exemple, qui sait que quand bien même il va mettre à jour les documents, les documents de son véhicule, à chaque coup de sifflet d'un policier, ce serait soit un billet de 500 ou de 1000 francs. Vous voyez? Est-ce que vous pensez que ce chauffeur de taxi va se prendre la tête pour mettre en règle son véhicule? Non, parce que quoi qu'il arrive, il va tout naturellement donner un billet de 500 ou un billet de 1000 francs en fonction de l'agent qu'il aura en face de lui. Donc c'est un problème de devoir de l'État ou des représentants de l'État face aux citoyens et du civisme par rapport au devoir du citoyen face à l'État. Donc on est dans un cafouillage qui fait que chacun ne sait pas, chaque personne ne connaît ses limites. Mais l'agent de police, n'est-ce pas, sait qu'il n'a pas le droit de prendre de l'argent à un citoyen. Mais c'est monnaie courante, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et cette situation, elle continue. Donc, il y a ce problème d'éducation. Ce n'est pas seulement par rapport au cursus scolaire, mais un problème d'éducation générale, d'explication et des campagnes d'explication des différentes lois qui régissent notre pays, des différentes lois, des différents articles qui composent notre constitution, parce que quand vous prenez par exemple les sympathisants par exemple des différents partis politiques, on voit sur les réseaux sociaux, j'ai vu encore un qui est venu prétendre hier que le président Henri Konan Bédié était fils d'un immigré béninois. Alors, et ce qui me choque dans cette histoire, c'est que c'est des personnes qui sont assises en Europe ici, qui à la base sont là, sous prétexte que ça n'allait pas en Côte d'Ivoire, qui ont des titres de réfugiés politiques et qui font aujourd'hui la propagande de certains leaders politiques en Côte d'Ivoire, comme quoi tout va bien en Côte d'Ivoire, tout se passe bien, la Côte d'Ivoire, machin, et pourtant ils sont encore assis en Europe. Là, à chaque occasion qu'ils se présentent en Côte d'Ivoire, ils sont dans les grâces des différents ministres. Ils ignorent totalement le quotidien de la jeunesse ivoirienne. Et c'est en cela que je voudrais attirer l'attention de nos chers frères et sœurs, vous qui nous suivez et qui suivez souvent certains de nos frères sur les réseaux sociaux qui véhiculent des messages de campagne ou de propagande. Sachez faire la part des choses, parce que ce n'est pas le discours d'un cyberactiviste qui est dans les grâces des différents ministres à chaque fois qu'il débarque en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le discours d'un cyberactiviste qui est venu ici et qui a demandé le titre de réfugié politique, comme quoi ça ne va pas dans son pays. Ce n'est pas lui qui va changer votre quotidien. C'est votre choix. Le jour que vous vous retrouverez dans un bureau de vote, et bien avant, pendant les périodes de campagne, vous aurez, n'est-ce pas, à entendre ou sinon à suivre toutes les propositions. Et c'est à partir de là que vous devrez porter le choix du changement de votre quotidien. Parce que les différents discours qui sont tenus ici, nous savons très bien que pour être plébiscité en Côte d'Ivoire, il faut se mettre sur les réseaux sociaux pour inciter les Ivoiriens ou pour inciter même le président de la République. Ce qui est loin d'être l'éducation que nous avons reçue chacun de nous de la part de nos parents. Et je crois que si on parle d'éducation, si on parle de respect, l'Afrique, s'il y a une étude qui est menée, l'Afrique passerait certainement en premier, parce que nous savons très bien que le droit d'aînesse dans nos différents pays, c'est quelque chose, c'est une valeur, ça fait partie des valeurs que nous ont inculquées nos différents parents. Donc, quand on assiste à des choses comme ça,
ceux qui sont censés, qui sont allés à l'école et qui devraient représenter, n'est-ce pas, le futur de la Côte d'Ivoire. Ceux-là même qui sont censés apporter la lumière à ceux qui n'ont pas eu cette chance d'aller à l'école. Alors, quand vous voyez des attitudes comme ça au quotidien sur les réseaux sociaux, tout naturellement, on se pose des questions. Est-ce que les gens viennent à la politique parce qu'ils ont des convictions ou parce qu'ils adhèrent à une certaine idéologie, ou c'est pour faire plaisir à certains leaders et qui, en retour, certainement, leur donnent des billets de banque ou je ne sais quoi. Il va falloir que la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine fasse attention. Et ça, c'est très important. C'est vrai que nous parlons de paix, mais dans la paix, il faudrait que nous soyons lucides, que nous puissions porter nos choix sur ce qui va changer notre quotidien ou celui des générations futures. Oui, mais c'est pour cela que j'ai tout à l'heure dit qu'au sein même des partis politiques, oui, mais au sein des partis politiques, quand on prend par exemple, je donne un exemple, quand on prend par exemple le FPI, qui est un grand parti, qui a eu pour leader, vous savez, Laurent Gbagbo, quand on parle... je viens, qui a eu par exemple pour leader Laurent Gbagbo, qui a lutté, parce que certaines personnes disent, mais il n'a rien fait. Il a fait quelque chose, il a apporté une idéologie pour que les gens suivent. Et le message du président Laurent Gbagbo a été clair. Il a dit, si moi je tombe, enjambez-moi et continuez la lutte. Oui. Alors aujourd'hui, quand on entend des gens dire, c'est le Gore par exemple, qui disent non, sans Laurent Gbagbo, rien ne peut bouger. Oui, mais... Est-ce qu'ils ont compris le message du président Laurent Gbagbo? Et à l'intérieur de ces partis politiques, il y a des clans. Donc, est-ce que c'est la même idéologie qui a enseigné? Est-ce que c'est la même conduite qui a enseigné? Voilà, donc quand on parle de là et qu'on voit qu'aujourd'hui, hier c'était le président Houphouët-Boigny qui n'est pas ivoirien, Bédié qui est béninois, Alassane qui est burkinabé, et Gbagbo qui n'est plus Bété, qui est le fils de Yacouba Silla, Blé Goudé qui a été reconnu à la CPI comme étant burkinabé parce qu'il a reçu un passeport burkinabé. Oui. Ben, alors, Soro Guillaume, qui était un Ivoirien, on a fait semblant de dire qu'il n'était plus président de l'Assemblée, il faut lui faire un passeport, on a vu. Alors, donc, chaque fois qu'un leader charismatique de notre pays sort pour qu'on puisse aller de l'avant, pour qu'on puisse... parce que on n'est pas en train de parler d'un individu, on parle d'une nation. Nous devons tous converger pour la construction de ce pays-là. Alors, à partir du moment où on part chaque fois avec des désinformations pour intoxiquer le peuple, oui, que pensez-vous de la politique ivoirienne? Oui, il n'y a pas de... en fait, le problème se situe à quel niveau? C'est que les gens, dans leur incapacité idéologique, j'en ai déjà parlé, dans leur capacité idéologique de faire des propositions concrètes. Parce que c'est le manque d'arguments, c'est le manque de projets qui amène nos leaders politiques à surfer sur des situations pour, n'est-ce pas, manipuler le peuple. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est-à-dire que quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, telle qu'elle est présentée aujourd'hui par le président de la République et son gouvernement, et que on n'a pas de chaîne privée de télévision. Or, ne serait-ce que mener des discussions pour donner la parole à chaque Ivoirien, pour qu'il donne son point de vue. Mais là, c'est la télévision nationale. Là encore, on ne peut pas céder. Non, mais c'est une télévision qui est acquise qui est à la solde du pouvoir en place. C'est tout à fait normal. Donc, vous parlez de Henri Konan Bédié. Il avait, dans son programme de gouvernement, il avait souhaité qu'il aurait des chaînes de télévision privées. Gbagbo Laurent, pareil. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, il est là. Il n'y a pas de chaîne privée. C'est-à-dire que on nous sert un semblant de démocratie, mais qui n'en est pas une. D'accord. Parce que quand nous constatons les arrestations, et c'est tout ça qui crée ce problème-là. Parce que l'Ivoirien, on lui sert l'information, pas celle dont il a besoin, mais celle qu'on a décidée, celle qu'on a fabriquée dans des bureaux
C'est cette information-là qu'on lui donne. Alors, vous imaginez que face à une telle situation, les réactions, tout naturellement, mais, vont certainement aller dans ce sens-là. Parce que quand on prend par exemple le problème de nationalité, il faudrait que le gouvernement fasse en sorte qu'une campagne de sensibilisation soit faite auprès du peuple de Côte d'Ivoire pour faire comprendre à ce peuple-là qu'une constitution a été écrite et votée par ce peuple-là et que dans cette constitution, il y a un article qui définit qui est ivoirien et qui ne l'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, tant que ce peuple ne saura pas qu'il lui-même a voté une constitution dans laquelle se trouve un article qui définit qui est ivoirien et qui ne l'est pas, mais tout naturellement, les leaders politiques qui sont à court d'idées ou à court de propositions vont, n'est-ce pas, utiliser ce créneau-là pour faire comprendre à certaines personnes que la nationalité ivoirienne est attachée à certaines ethnies. Vous voyez le mal qu'on peut créer, ne serait-ce qu'avec ça, parce que le peuple ne sait pas, aujourd'hui, que celui qui est parti, par exemple, du Burkina, de la Guinée, du Libéria ou du Ghana, et qui est en Côte d'Ivoire, au bout d'un certain nombre d'années, la loi ivoirienne lui donne le droit d'être ivoirien. Si le peuple ne sait pas ça, ceux qui ont vu ce dernier-là arriver vont toujours le considérer comme un étranger. Étranger, oui, parce qu'il est d'une autre origine. Mais, vis-à-vis de la loi, ce dernier est ivoirien et face à la Constitution, les Ivoiriens sont égaux. Vous voulez me dire que, par exemple, quelqu'un qui vient en Côte d'Ivoire, qui participe au développement de la Côte d'Ivoire et qui demande la nationalité, il est ivoirien. C'est pas une question de contribuer au développement ou pas. Mais que nous dit l'article dans la Constitution qui concerne l'ivoirité? Tout simplement. Si les critères qui sont définis dans la Constitution concernant la demande de nationalité ivoirienne, si le monsieur remplit les critères, et je ne sais pas si je vais vous informer, mais on a monsieur Sam l'Africain, d'origine libanaise, qui est aujourd'hui ivoirien et qui en est fier, qui passe la plupart de son temps à nous brandir son passeport sur les réseaux sociaux. C'est de bonne guerre. Et au-delà du fait qu'il est ivoirien, il est même président d'un parti politique en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que demain, Sam l'Africain, si et ça lui dit de postuler, de se présenter pour être président de la Côte d'Ivoire, et qu'il a un programme de société, si les Ivoiriens décident de lui faire confiance, Sam l'Africain pourrait devenir président de la Côte d'Ivoire demain. Donc, il faut expliquer ça au peuple. Et il faudrait que les gens comprennent que la nationalité ivoirienne est définie par une constitution qui a été votée par le peuple de Côte d'Ivoire. Et que la nationalité ivoirienne n'est pas définie par un groupe ethnique ou par une région ou par une langue ou par une religion. Donc, il y a un problème à ce niveau. Alors, donc, je reviens. Non, là, je boue parce que pour moi, il y a les Ivoiriens de souche. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà là. Alors, pendant que nous y sommes, ça veut dire que nous sommes peut-être à la troisième génération. La troisième génération, c'est-à-dire les tout premiers, c'était nos parents, en fait, ivoiriens, qui étaient d'abord de la colonie française et qui ont eu l'indépendance. Et après eux, il y a eu encore un autre groupe, c'est-à-dire ceux qui sont restés, puisqu'il y a eu un métissage des étrangers et ivoiriens de souche, qui ont donné des enfants qui sont aussi ivoiriens, et après encore ceux. Alors, donc, qui est ivoirien en fait? Parce que nous avons besoin de quelqu'un qui peut. Ce n'est pas l'ivoirien en tant que source, mais en tant que leader qui peut nous amener à un développement. Oui, mais justement, c'est pour ça que je vous ramène toujours à la Constitution qui définit qui est ivoirien, qui a le droit d'être ivoirien, ou qui n'a pas le droit, ou qui ne l'est pas. N'est-ce pas? À l'époque d'Anna Félix Houphouët-Boigny, c'était le droit du sol. Je crois que les choses ont évolué et il y a une nouvelle constitution, n'est-ce pas, au sein de laquelle il y a un article qui traite ce problème-là. Donc, tous ceux qui veulent
n'est-ce pas, comprendre un problème qui ont un problème par rapport à la nationalité ivoirienne, je crois qu'il faut se référer à la Constitution. À partir de ce moment-là, ce problème-là, il est résolu. Pour le poste, pour être président de la République, je crois qu'il y a aussi des critères qui sont définis et qui sont gérés, je crois, par la CEI. Il faut être d'abord ivoirien, il faut déposer un certain nombre de documents. Et si, après analyse de votre dossier, vous êtes jugé apte à briguer le poste, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on va aller chercher. Pour vous, c'est qui l'ivoirien de source, en fait? Parce que quand j'entends ivoirien de source, c'est qui? Parce que dans les livres d'histoire, parce que nous avons tous fait le primaire en Côte d'Ivoire, et dans les livres d'histoire, nous savons à peu près comment la Côte d'Ivoire a été peuplée. Maintenant, après, s'il y a eu des problèmes avec l'administration, c'est justement là que doit intervenir la politique. Parce que s'il y a des problèmes de frontières, s'il y a des problèmes de nom ou de tout ce que vous pouvez imaginer, mais c'est à l'administration de trouver les solutions, de faire en sorte que ça ne puisse pas poser de problème. Parce que c'est pas parce qu'un tel s'appelle Kofi qu'il est forcément ghanéen. Et quand j'ai entendu l'autre hier traiter le président Henri Konan Bédié de fils d'immigrés béninois et que le président Henri Konan Bédié n'est pas ivoirien, vous savez, il y a du 2 poids 2 mesures. Et c'est des situations qui ne viennent pas, n'est-ce pas, consolider cette paix que nous recherchons. Je crois qu'il y a un jeune ivoirien qui aujourd'hui, je ne sais pas s'il a été libéré entre-temps, qui est aujourd'hui à la Maca parce qu'il avait fait une vidéo pour dire que le président de la République était burkinabé. Sam l'Africain a fait un séjour à la Maca parce au cours d'un meeting, il avait traité le président de la République de burkinabé. Alors, qu'est-ce que le procureur de la République fait de ce monsieur-là qui est assis ici, je ne sais pas si c'est en Suisse ou en Europe, et qui fait des vidéos pour traiter le président Henri Konan Bédié de béninois? Vous voyez, il faut que les Ivoiriens se ressaisissent au fait. Il y a la chose politique, il y a notre envie manifeste de vouloir que le pouvoir soit conservé ou que tout ce que vous voulez, mais vous êtes un Ivoirien sur des millions d'autres. Et c'est pas dans votre démarche de haine, parce que vous ne proposez rien, vous venez, votre objectif c'est que des dénigrements pour dire des choses un peu déplacées. Aujourd'hui, on traite l'ex-président de l'Assemblée générale de l'Assemblée nationale, par exemple, de choses, de rebelles, qu'il aurait tué un tel, qu'il aurait tué un tel, qu'il aurait tué un tel. Oui, moi je ne veux pas rentrer dans ce schéma-là. Mais je dis une chose, que Soro Guillaume a été chef rebelle, il ne s'en cache pas. Il a été Premier ministre sous Laurent Gbagbo pour organiser les élections. Après les élections, il a été reconduit dans sa fonction par le président de la République. Ça ne suivi tout ce qu'on sait. On ne va pas toujours refaire l'historique de ce que notre pays a traversé. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, nous sommes dans une démarche de quête de paix et de pardon. De faire en sorte que les élections qui pointent le nez dans quelques mois puissent se dérouler dans un climat apaisé et que la Côte d'Ivoire puisse continuer, parce que la Côte d'Ivoire ne se limite pas à un individu. À vouloir faire la propagande du président de la République, c'est votre... je vous concède ce droit-là. Mais de là à aller tenir des propos, et ce genre de propos similaires nous ont amenés dans cette situation que nous connaissons aujourd'hui. Paul Kagame, chef rebelle, a développé le Rianda. Est-ce qu'il avait un carnet d'adresses? Donc on arrête, n'est-ce pas, parce qu'on veut conserver le pouvoir, ou parce qu'on veut que notre, n'est-ce pas, celui pour lequel nous avons décidé de mener une bataille soit au pouvoir, qu'il faut écraser les autres à travers des propos insultants, des propos de haine. Je parle pour toute la jeunesse ivoirienne et pour tous les cyberactivistes. C'est ce que j'ai toujours fait. Il faut arrêter cette médiocrité langagère qui n'apporte pas quelque chose que sauf se faire voir et bénéficier des grâces de certains ministres. Qu'est-ce que vous changez? C'est même là, comme l'a dit Laurent Gbagbo, un homme quand il marche, il laisse des traces. Ces individus qui aujourd'hui, ces frères ivoiriens qui aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux et qui à longueur de journée insultent les gens,
si on fait un comeback sur leur démarche politique, je crois que c'est des gens qui ne méritent même pas une quelconque attention. Parce qu'ils n'ont pas de conviction. Ils n'ont pas de conviction. Non, c'est des marchands. C'est des suiveurs. C'est des suiveurs, c'est des gens qui sont en quête, je ne sais pas, comment on peut le dire, je ne sais pas s'ils veulent aller au restaurant ou tout ce qu'on peut imaginer, mais ils sont tous sauf des gens qui agissent avec une certaine conviction. Vous avez le droit de faire la propagande du leader que vous souhaitez, mais de là à tenir des propos qui, hier, ont causé du tort au peuple de Côte d'Ivoire. Et ces mêmes propos ont fait qu'aujourd'hui, vous avez dans vos poches des passeports de réfugiés. Alors, quand vous vous mettez devant votre caméra et que vous réitérez ce genre de propos, vous cherchez quoi? Parce que vous avez un passeport, vous êtes réfugié dans un autre pays, vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas confronté aux réalités que vive le peuple de Côte d'Ivoire. Alors, on se donne, n'est-ce pas, un spectacle sur les réseaux sociaux en insultant des leaders politiques, en insultant des gens qui ont incarné des institutions de notre pays. Moi, je crois que ce n'est pas des choses à encourager. Et j'en appelle donc à tous ces cyberactivistes qui sont sur les réseaux sociaux, qui veulent, n'est-ce pas, voir leur leader ou leur représentant être à la tête de notre pays. Il y a une autre façon de le faire, c'est de proposer quelque chose au peuple de Côte d'Ivoire, d'expliquer aux Ivoiriens que le bien fondé de la politique, c'est lié à une idéologie, à un projet de société qui nécessairement doit prendre en compte et qui va faire en sorte que ton quotidien puisse changer, que ton lendemain soit meilleur, qu'il y ait une Côte d'Ivoire en paix développée pour les générations futures, mais pas se mettre à indexer l'autre, traiter l'autre d'étranger, de ci, de ça, de ça. Je crois que c'est des choses qui ne nous font pas avancer. Oui, mais moi, par exemple, je rebondis par exemple au FPI, par exemple. Je peux donner un exemple. Le président Laurent Gbagbo, il a un parti politique. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Il a été acquitté. Et encore, il y a un autre projet. Mais si d'aventure, il est totalement acquitté comme avec son ministre Charles Blé Goudé, qu'il veut entrer en Côte d'Ivoire, que par exemple le président Alassane refuse. Oui, vous savez, quand on parle, moi j'ai toujours dit concernant le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, vous savez, si vous révisionnez la première vidéo, quand on a donné la parole au président Laurent Gbagbo au tribunal pénal international pour la première fois, il a dit une chose et qui certainement cette chose-là n'a pas été comprise. Ou sinon, donc c'est échappe aux Ivoiriens. Très bien. Et surtout au leader du FPI. Le président Laurent Gbagbo avait dit ceci, que c'est la politique qui l'avait ramené là-bas. Et que s'il devait ressortir de là-bas, il sortirait par la politique. Comment cette phrase a été perçue par les leaders du FPI? Quelle est la politique qui a été menée? Parce que tout naturellement, Laurent Gbagbo étant entre quatre murs, ce n'est pas à lui de trouver les solutions de sa sortie. Ce n'est pas possible. Donc il appartenait, n'est-ce pas? Ou bien il appartient même jusqu'à aujourd'hui à ceux qui sont là, de se rabaisser, n'est-ce pas, de se mettre ensemble déjà pour commencer, de mener une politique en vue de la sortie de leur leader. Mais quelle politique a été mise en place? La politique du boycott. Du tout, ou du Gbagbo ou rien. Alors, aujourd'hui, ça fait des années et plus personne ne parle. On n'entend plus rien. D'autres qui avaient dit que son passeport était en train d'être fait pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire, tous ces leaders-là ont disparu. Une division au sein du FPI qui profite à qui? Cette division au sein du FPI aujourd'hui, elle profite à qui? À tous, sauf à Gbagbo Laurent et à Charles Blé Goudé. Donc la vraie question qui mérite d'être posée aujourd'hui, qui veut la sortie de Gbagbo et qui ne veut pas la sortie de Gbagbo? Parce que pour moi, il y a eu une situation donnée dans notre pays. Et que face à cette situation, Laurent Gbagbo, le jour de son arrestation, quand il est arrivé à l'hôtel du Golfe, la première phrase qu'il a sortie encore là-bas, il a dit: je demande à ce que les gens déposent les armes et que la Côte d'Ivoire continue. Vous voyez?
Donc, les gens ont déposé les armes. Nous sommes donc passés à une autre phase. Gbagbo a été transféré, je ne sais pas si c'est à Ferke ou à Korogo, pendant près de 6 mois. Quelle politique a été menée par le FPI pour que Gbagbo puisse recouvrir la liberté là, jusqu'à ce qu'il soit de l'autre côté. Et on a continué. J'ai l'impression qu'il y a un non-dit dans cette histoire. Moi, je me pose des questions sur la réelle volonté des leaders du FPI quant à la situation dans laquelle se trouve Laurent Gbagbo, parce que on a un président de la République qui, n'est-ce pas, avait dit, après dans les faits, je ne suis pas dans le cercle fermé pour comprendre, qu'il était prêt à dialoguer, que sa main était tendue, qu'il était prêt à travailler avec le FPI. Mais moi je crois que si les uns et les autres avaient saisi cette perche et que des démarches franches et sincères avaient été menées et qu'au bout, il n'y avait pas quelque chose, peut-être j'aurais porté mon analyse sur autre chose. Mais jusque-là, en Afrique, on dit que quand tu as ton doigt dans la bouche de quelqu'un, tu tapes pas sur sa tête. Donc, le problème au sein du FPI, il est crucial. Et il n'y a que les leaders du FPI qui peuvent à un moment donné se remettre en cause et mener des réflexions afin de trouver une solution. Nous voulons que Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé recouvrent la liberté. Mais il y a une démarche qui doit être menée. Est-ce que ce ne serait pas une faiblesse? Est-ce que ce n'était pas une soumission? Est-ce que ce ne serait pas commandé pour vous? Parce que en tant que des hommes de la paix, je peux vous comprendre. Nelson Mandela, pour des hommes... Oui, Nelson Mandela, oui, dont certains sympathisants du FPI se targuent à comparer le président Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, lui, il peut ne rien dire. Il peut ne rien dire, mais si les leaders font la démarche... Laissez-moi aller au bout de mon développement. Oui. Nelson Mandela, nous savons tous comment le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, s'est battu pour installer le dialogue en Afrique du Sud pour que Nelson Mandela puisse recouvrir la liberté. Tout simplement. Pourquoi il n'y a pas de dialogue en Côte d'Ivoire? Pourquoi il n'y a pas de dialogue entre le FPI et le président de la République? L'objectif final, c'est quoi? C'est que Gbagbo et Charles Blé Goudé retrouvent la liberté. Donc, c'est pas le comment. Donc le FPI peut partir Accra 1, on peut refaire encore Accra 1, Accra 2. C'est pas le comment et le quand. Mais il y a un objectif à atteindre, qui est celui que Gbagbo et Charles Blé Goudé recouvrent la liberté. Et je ne crois pas que si la Côte d'Ivoire, parce que ce sont des Ivoiriens, qu'on le veut ou pas, si la Côte d'Ivoire dit oui, effectivement, nous avons eu des soucis, mais c'est bon, les choses sont rentrées dans l'ordre. Nous souhaitons que nos compatriotes rentrent chez eux afin que nous puissions régler. Je ne crois pas que ça puisse poser un problème. Mais tant qu'il n'y aura pas de démarche et qu'il y aurait des prétendus, n'est-ce pas, du style, on a même entendu quand il y a eu le premier acquittement, que donc si Gbagbo Laurent a été acquitté, il rentre en Côte d'Ivoire pour reprendre sa place. Ça veut dire quoi? Vous voyez dans quel cas de figure les gens essayent de comprendre les choses et d'emmener le débat. Et quand les choses sont posées de cette façon-là, tout naturellement, ça peut poser problème et ça peut encore retarder les choses. Donc je crois que la liberté que nous recherchons de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo dépend en premier, d'abord, de la démarche que peuvent effectuer les différents leaders du FPI. Et puis, je crois que le président de la République, tout naturellement, il a toujours dit qu'il était pour la paix. Un exemple. Laissons le leader Laurent Gbagbo tranquille. Il est entre 4 murs. Considérons qu'il est sans voix. Donc, les leaders qui sont là, je prends les leaders, en l'occurrence, par exemple, Afi, peut aller dans un autre pays de l'Afrique, dire que oui, effectivement, nous voulons la paix en Côte d'Ivoire, et que aidez-nous à avoir le président de la République de Côte d'Ivoire pour que notre leader rentre. Est-ce que c'est une faiblesse?
Après, ça dépend de comment les choses sont interprétées. Vous savez, Non, je ne parle pas d'interprétation. La finalité, c'est que le leader soit. Ben oui, peu importe comment. Comment L'objectif du FPI, si l'objectif principal du FPI, c'est que Laurent Gbagbo recouvre la liberté, ben, toutes les possibilités qui s'offrent à eux devraient être exploitées. Tout simplement. Toutes les possibilités qui s'offrent à eux devraient être exploitées. On ne peut pas écarter dès l'instant où on a un objectif précis et que dès l'instant où toutes ces démarches seront faites de façon légale, moi je ne vois pas en quoi est-ce que ça pose un problème. Moi c'est comme ça que je vois cette situation. Après, vous savez, nous on n'est pas dans le cercle fermé de ce qui peut se passer ou de ce qui peut se dire. Est-ce que nous sommes dans un calcul politique de Laurent Gbagbo ou des différents leaders? Qu'est-ce qui s'y passe? Voilà, nous sommes des observateurs de loin. On essaie de donner notre point de vue, mais le plus important pour nous, c'est que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Voilà. Donc, je pense que vous êtes dans une démarche vraiment qui n'a pas son nom, parce que je ne trouve pas de mot à dire. La paix est un comportement. bien sûr. Donc il faut une nouvelle éducation à la Côte d'Ivoire. Parce que ce que vous dites, vous devez simplement dire qu'il faut s'humilier et qu'on ne peut que partir. Ah non, je n'ai pas dit de s'humilier. Non, s'humilier ne veut pas dire. C'est pas une faiblesse. Non, je parlais de. Quand j'ai abordé ce sujet, je parlais du cas bien précis du président Laurent Gbagbo. Ben oui. Qui consiste à ce que le FPI s'organise autrement et entreprenne d'autres démarches que celles qu'elle a l'habitude de faire, parce que cette démarche-là n'a pas donné le résultat escompté. Voilà. Et qu'il faut revoir, il faut d'abord s'unir, et puis il faut revoir les choses autrement. Ça, c'est la première chose. Maintenant, concernant le peuple de Côte d'Ivoire, par rapport à tout ce que nous avons constaté et tout ce que nous voyons au quotidien, moi, je crois qu'il faut des campagnes de sensibilisation. Il faut expliquer les choses au peuple de Côte d'Ivoire, parce que nous sommes confrontés malheureusement à ce taux élevé d'analphabètes et qui est une source de profit de certains de nos leaders qui profitent de l'ignorance du peuple pour, n'est-ce pas, véhiculer des messages qui viennent troubler la quiétude dans notre pays. Ça, c'est le message que nous lançons, parce qu'il ne suffit pas de dire la paix aux gens, il faut le dire, c'est vrai, mais il faut accompagner de ces mots-là une campagne de sensibilisation. Il faut expliquer les choses aux gens. Il faut expliquer la constitution qui a été votée par ce même peuple et qui l'ignore totalement parce que les gens ne savent pas. Donc, il faut des campagnes de sensibilisation. Il faut expliquer au peuple que oui. Parce que si le peuple sait que la nationalité ne se définit pas par l'ethnie ou par la religion ou par la région, mais tout naturellement, le leader politique qui va venir leur dire « un tel n'est pas ivoirien », ils ne vont pas l'écouter. Et donc, voilà, nous sommes dans un schéma où les uns et les autres profitent de l'ignorance du peuple. Et donc, nous, notre souhait, c'est qu'il y ait des campagnes de sensibilisation, qu'on explique les choses, que le peuple soit ramené sur la même table, au même niveau d'information. Et ça, c'est votre démarche. Bien sûr, parce que nous sommes en quête de la paix. Et donc, nous allons forcément essayer de trouver les failles, ce qui ne va pas, ce qui peut être apporté, n'est-ce pas, pour mieux faire comprendre au peuple ce qui est. Parce que c'est l'ignorance qui fait que nous sommes souvent confrontés à un certain nombre de problèmes, parce que les gens ne savent pas. Donc, si il s'élève et puis dit à la population, oui, l'autre, il ne veut pas de moi parce qu'il n'est pas ivoirien, ceci, cela, tout naturellement, les gens, ils y vont, sans chercher à comprendre qui est ivoirien à travers la Constitution, parce qu'aujourd'hui, ce qui définit la nationalité ivoirienne, c'est bien dans la Constitution qui a été votée par ce même peuple-là. Mais comme il n'y a pas eu de campagne d'explication et de sensibilisation, tout naturellement, les gens sont sujets à de la manipulation. Les leaders politiques profitent de ces différents créneaux-là. Et donc, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que le peuple de Côte d'Ivoire, analphabète ou pas, que tout le monde soit sur le même niveau d'information, de compréhension de la Constitution et des lois qui en découlent, pour faire en sorte que des propos de haine ou de discrimination ou de dénigrement qui sont tenus par exemple sur les réseaux sociaux, relayés par certains leaders, ne soient pas pris en compte par le peuple. Voilà l'objectif pour lequel nous parlons de paix, mais il faut que nous nous donnons, comme je l'ai toujours dit, les moyens, parce qu'il faut que les gens puissent comprendre notre démarche. Paix égale justice. Bien sûr.
la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a justice? Oui, non, mais justice, je dirais que telles que les choses sont faites aujourd'hui, tout naturellement, c'est compliqué de parler de justice dans notre pays. Je vais vous donner un exemple tout de suite, où 2 personnes sont allées à la MACA parce qu'ils ont traité le président de la République de Burkinabé, pendant qu'il y a un qui fait la propagande du RHDP ici et qui traite le président Bédié comment on appelle ça, de Béninois. On a vu celle-là même qui vote les lois à l'Assemblée nationale, la députée de Tengrela, venir tenir des propos mais d'un niveau inacceptable, qui n'a jamais été inquiété. Sans parler des ministres qui viennent parler de descente à la poubelle, machin, tout et tout. Donc, c'est tout un tas de choses. Parce que ceux qui incarnent les institutions deviennent automatiquement des modèles pour le peuple. Alors, quant au haut niveau, de ceux-mêmes qui votent les lois pour notre pays, se permettent certains propos, et que le RHDP même, au sein de certaines de ces instances, se permettent d'enrôler des personnes avec des moralités douteuses, mais tout naturellement, cela nous fait peur. Nous avons une crainte parce que, est-ce qu'il faut proférer des insultes pour être un exemple dans notre pays? Et je crois que tout cela peut, n'est-ce pas, avoir une répercussion négative sur la jeunesse de notre pays. Et donc, voilà des événements, par exemple, que nous critiquons, sans toutefois plonger dans des insultes ou tout ce que... Mais nous disons que ce n'est pas des choses à faire parce que ça peut avoir tout naturellement des répercussions sur les générations qui sont là aujourd'hui et qui ont... Je me demande s'ils ont des repères. Parce qu'un repère politique, voilà, si c'est les insultes ou traiter l'autre d'étranger qui fait de toi quelqu'un de plébiscité, moi je crois que ce n'est pas un bon exemple pour les enfants de la République. Ben, merci pour votre intervention. Peut-être qu'on aura encore d'autres sujets à traiter, Oui. mais je suis vraiment ravi parce que votre mouvement parlant de la paix, je souhaiterais que ce soit concret et concret sur le terrain, parce que le dire, c'est un fait, mais sur le terrain, c'est une autre démarche. Oui, bien sûr, nous sommes conscients de... Et cela va m'amener à dire que vous voulez être la voix des sans-voix. Donc vous allez prôner la justice. Mais dans une telle Côte d'Ivoire où il y a un taux d'alphabétisation d'illettrés, je dirais même d'analphabètes, il y a un travail de fond à faire. Oui, nous sommes conscients des difficultés auxquelles, ou l'énormité du travail qui est en face de nous. Mais je crois que il ne faudrait pas qu'on se trompe d'objectif ou qu'on ne sache pas ce à quoi nous atteler. Chacun a son travail. Nous ne sommes pas des justiciers. Nous n'allons pas nous substituer en faiseur de justice dans notre pays. Il y a une justice qui est là et qui doit faire son travail. Nous nous sommes donné un devoir, c'est de faire comprendre au peuple de Côte d'Ivoire que nous avons besoin de la paix. Et autour de la paix, n'est-ce pas, tout va se raccorder. C'est-à-dire, il y a la paix. La Constitution nous autorise un certain nombre de démarches pour réclamer certaines choses. À partir de ce moment-là, une fois que le peuple a compris le bien fondé de la paix, le peuple a compris son devoir vis-à-vis de l'État, et que si l'État ne joue pas son rôle, tout naturellement, le peuple viendra réclamer dans la légalité ce à quoi il a droit. Donc, c'est une démarche où chacun va pouvoir jouer son rôle. La justice va pouvoir faire son travail de justice, et si ce n'est pas le cas, les choses seront mises à nu et chacun assumera. Mais aujourd'hui, tout est possible, nous voyons tout ça parce que, justement, les gens
ne savent pas, les gens ignorent beaucoup de choses. Et cette ignorance, n'est-ce pas, profite à nos leaders politiques, tout simplement. Parce que si vous arrivez, vous menez une démarche que vous ne savez pas de base ce à quoi vous avez droit, tout naturellement, ben on va abuser de vous sans toutefois que vous ne puissiez lever le doigt parce que vous êtes dans l'ignorance totale. Et nous cherchons la paix, mais nous voulons aussi que le peuple soit ouvert sur ses droits et devoirs vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de nos concitoyens, et que nous puissions faire en sorte que dans nos activités, dans nos propos, dans tout ce que nous faisons au quotidien, que nous soyons guidés par un esprit de paix. C'est ce qui va faire que le peuple va se sentir en sécurité et un climat social apaisé va pouvoir régner afin que nos décideurs puissent faire correctement leur travail. Dernière question. La désinformation est une arme. Mais Quels sont vos conseils, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux cyberactivistes ivoiriens passionnés de la politique? je l'ai toujours dit, hein, moi je crois que quand on mène une démarche, surtout sur le plan politique, la moindre chose qu'on puisse faire, c'est d'avoir une conviction ou de partager une certaine idéologie. Et quand on n'a pas de conviction, quand on est suiveur, tout naturellement, on peut faire des dérapages comme ce que nous constatons au quotidien sur les réseaux sociaux. Et puis, on se crée une forme de barrière. On s'attire une certaine haine parce que c'est difficile dans l'état actuel de nos différents pays que les gens comprennent. Beaucoup le comprennent, mais il y a encore du travail à faire. On peut ne pas partager les mêmes idées, on peut ne pas avoir les mêmes sensibilités d'approche politique, mais je crois que si nous menons un combat, c'est pour un intérêt commun, qui est celui de développer la Côte d'Ivoire et faire en sorte que les Ivoiriens se sentent bien dans leur pays. Donc on n'a pas besoin de se tirer là-dessus, on n'a pas besoin de s'insulter, on n'a pas besoin de se dénigrer pour faire comprendre le message qu'on véhicule. Je crois qu'en expliquant les choses, on peut se faire comprendre. Quand vous-même vous avez des convictions et que ces convictions-là correspondent à une idéologie, je crois que vous aurez forcément le verbe pour venir expliquer aux uns et aux autres votre démarche. Et que la meilleure façon de le faire, ce n'est pas de venir insulter les Ivoiriens, ce n'est pas d'insulter les différents partis politiques, ce n'est pas d'insulter les différents prétendants au poste de président de la République, mais c'est d'expliquer chacun à son niveau les idées qu'on défend et puis laisser le choix au seul peuple souverain de Côte d'Ivoire de décider à qui il souhaite donner la possibilité de diriger ce pays-là pendant 5 ans. Donc je voudrais, pour terminer, remercier tous ceux qui ont été là, qui nous ont suivis et qui ont partagé avec nous ce petit moment. Vous remercier encore une fois de plus d'être passé. Je crois que nous continuons de travailler, même si c'est dans le silence, mais on essaie d'avancer à notre rythme selon les moyens dont on dispose. Mais tout naturellement, ne vous inquiétez pas, voilà, la chose va être connue de tous parce que c'est un travail qui est en train d'être fait. Notre souhait aujourd'hui, ce n'est pas de se mettre en avant, mais c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit en paix et qu'un climat social apaisé soit installé dans notre pays, que les élections se déroulent dans de bonnes conditions pour que la Côte d'Ivoire puisse rayonner comme elle a toujours été à travers le monde. Sur ce, je vous remercie d'avoir été là. À ceux qui ont partagé, merci d'avoir partagé. Et puis, à bientôt pour une autre séance, une autre partie où nous pourrons parler de paix.